L'Afrique est devenue mon continent de prédilection tout à fait par hasard. Lorsque j'étais jeune, je cherchais du travail comme photographe et j'ai écrit une lettre au magazine Jeune Afrique parce que j'avais lu dans un magazine photo que Jeune Afrique avait embauché deux photographes très connus, Abbas et Guy Lequerec, qui avaient travaillé au service photo de Jeune Afrique. Donc je me suis dit, ils doivent avoir des photographes. Donc j'ai écrit et j'ai été embauché. En plus, c'est assez marrant parce que la personne qui m'a embauché, qui était rédacteur en chef technique à l'époque, c'est l'écrivain Amin Malouf. Donc c'est assez... Et donc, Jeune Afrique, je dis souvent, si ça a été Jeune Chine, je serais peut-être spécialiste de la Chine. Et donc très vite, Jeune Afrique m'a envoyé en Afrique pour faire des reportages pour le journal. Et ça m'a permis d'accéder très vite à l'Afrique parce que je voyageais avec des journalistes africains. Et donc, j'ai pas eu de sas d'intermédiaire occidental. Je suis parti tout de suite avec des Africains, souvent dans leur pays. Donc, souvent, on allait dans leur famille. Donc, j'ai plongé de plein pied en Afrique. Et c'est un continent qui me parlait bien, qui est un continent qui me touchait. Donc, après, évidemment, plus je connaissais l'Afrique, plus on m'a demandé d'y aller et ça s'est alimenté tout seul, quoi. Alors, Afrique au pluriel, c'est vrai qu'on a tendance à faire un résumé de l'Afrique, c'est un peu comme l'Europe, quoi. Entre la Norvège et le sud de l'Espagne, ce ne sont pas les mêmes pays. L'Afrique est aussi très variée. Il y a ce qui me semble important pour présenter l'Afrique, c'est d'abord de parler de sa géographie. Parce que la géographie est très différente, hein, que ce soit du Sahel au Sahara jusque dans les forêts de l'Afrique centrale. On est là dans des géographies totalement différentes et ces géographies vont donner le tempo du mode de vie, des traditions, des difficultés, quelquefois aussi des naissances des conflits. Donc la géographie va être très importante. C'est ce que l'on dit. Bon, la couleur m'intéresse beaucoup, la peinture m'intéresse énormément et surtout la couleur m'émeut. C'est quelque chose qui me touche profondément. Et ce que j'ai essayé, je ne sais pas si j'y suis toujours arrivé, c'est que la couleur soit source de création, qu'elle permette de mettre en valeur ce que je veux dire, et qu'elle ne soit pas juste de l'illustration. Car très souvent, la photographie couleur, on l'a utilisée comme illustration alors qu'elle peut être vraiment une source de création. Mais attention, je suis avant tout photojournaliste. Dans photojournaliste, il y a deux mots. Il y a photo et journaliste et je ne veux pas faire des photos pour leur esthétique. Je fais d'abord des photos pour raconter une histoire. Évidemment, dans une exposition, on prend des photos qui ont été publiées, qui sont sorties des histoires. Mais avant tout, toutes ces images ont été publiées dans la presse. Donc leur fonction première est avant tout de l'information. Alors la construction se fait avant déjà. C'est-à-dire... lorsque je fais un reportage pour un magazine, d'abord, soit le magazine me demande, ce qui a été le cas pendant très longtemps, c'est-à-dire pendant très longtemps, 80% des reportages que je faisais étaient à la demande des magazines et 20% des choses que j'avais envie de faire. Et maintenant, ça s'est inversé. C'est-à-dire au moins 80% viennent des envies, des idées que j'ai et que j'ai envie de faire et 20% des commandes. Alors ça s'est surtout inversé pour des raisons économiques. C'est-à-dire à l'époque, il y avait beaucoup plus de moyens, il y avait des rédactions plus importantes, donc les journaux avaient des grandes ressources et trouvaient plus facilement des idées et la production était beaucoup plus importante. Maintenant, la production étant moins importante, elle est plus ciblée et plus par rapport à ce que vous voulez faire. Alors ça se passe comme cela. Moi je travaille en assignment, en commande, hein, j'ai encore cette chance-là.
dans, oui, 99%, oui, 100% des cas. Alors, par exemple, on va prendre l'histoire de comment vivre sans électricité en Afrique. Au départ, c'est vrai que pendant des années, tous les jours, même encore aujourd'hui, quand je voyage en Afrique, on me parle de ce problème-là. C'est-à-dire, c'est un problème crucial qui touche la santé, l'économie, la sûreté, qui touche l'éducation, qui touche vraiment beaucoup de domaines. Et à un moment, je me suis dit, tiens, ben, je vais essayer de faire un travail autour de cela. Donc je suis allé voir le Figaro Magazine, avec qui je travaille régulièrement, et j'ai proposé l'idée. Alors au départ, le directeur photo, Cyril Drouet, était un peu sceptique. Il m'a dit, oui, photographier le noir, qu'est-ce que l'on va avoir? Puis il m'a dit, ok, je te fais confiance, vas-y. Donc, à ce moment-là, une fois que j'ai l'idée, je vais la construire. C'est-à-dire, par exemple, dans ce cas-là, je vais me dire dans quel pays je veux le faire. Et ma première idée, c'était de le faire soit en Centrafrique, soit au Congo, dans des pays qui étaient en difficulté, mais c'était stupide, parce que c'est un peu logique que rien ne marche. Donc j'ai choisi essentiellement le Bénin. Je n'ai pas fait qu'au Bénin, mais essentiellement le Bénin, parce que le Bénin, c'est un pays qui va plutôt bien, qui n'a pas eu de grande catastrophe, qui a eu une alternance quand même politique, démocratique. Et surtout, je ne suis pas allé dans la brousse. J'ai cherché un territoire qui était à 40 minutes de la capitale, et pour illustrer que ça touchait tout le monde. Donc j'ai pris les contacts, parce qu'une bonne idée, si vous n'êtes pas capable de la réaliser, une très mauvaise idée. Donc il faut être sûr d'avoir des contacts, des fixeurs, ce qu'on appelle les fixeurs, nos facilitateurs. Et donc après, je vais mettre en place mon histoire. Donc tout ça, c'est un process. Parce qu'évidemment, les journaux qui vous font confiance, ils investissent de l'argent. Donc, il ne faut pas juste revenir et dire « Ah ben non, finalement, ça n'a pas marché. » Donc, pour revenir au départ, tout ça se construit. Et c'est en amont. Et après, la partie photographique est la partie la plus facile, entre guillemets. Plus dur en reportage photographique, c'est l'accès. Pour moi, hein. C'est l'accès, parce que l'accès peut être compliqué. Dans les zones de guerre, il est compliqué. Il y a des endroits où les gens ne veulent pas de photos. Donc l'accès est une priorité. Et c'est dans l'accès où on met beaucoup d'énergie à préparer le voyage. Oui, c'est vrai. Parce que vous savez, la grande différence entre les photographes et peut-être les journalistes qui écrivent, même la télévision, parce que la télévision peut se rattraper, c'est-à-dire, je donne toujours l'exemple du chasseur et de l'ours. En caméra, vous allez filmer l'ours, vous allez tourner, vous allez arriver sur le chasseur. En photo, si vous n'avez pas les deux en même temps, vous n'avez rien. Donc, en photo, on est toujours dans une démarche très précise, c'est-à-dire c'est 0 ou 1. Donc évidemment, lorsqu'on rentre dans un reportage, on a raté beaucoup de choses. Donc on a tendance à vouloir expliquer « Ah oui, mais il y avait un truc formidable, et ceci, et cela, et cela ». Et à ce moment-là, c'est vrai qu'au National Geographic, on dit « Écoute, tout ça ne nous intéresse pas beaucoup, parce qu'on publie des photos et pas des excuses ». Alors, cette jeune femme qui est aussi photographe et performeuse, sa démarche elle est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est contre la pollution et le nombre de voitures. Il faut savoir que dans les grandes capitales africaines, il y a énormément d'embouteillages. Souvent, les capitales n'ont pas été prévues pour accueillir autant. Par exemple, Kinshasa, on parle de 13-15 millions d'habitants, alors rien n'a été prévu. Donc, il y a énormément d'embouteillages. Ce sont souvent de très vieilles voitures. Et souvent, on a l'habitude de dire qu'en Afrique, d'une voiture neuve, en 2 ans, on en fera une épave qui durera 30 ans. Donc, évidemment, tout ça, il y a beaucoup de pollution. Donc, son idée première, c'est de sensibiliser les gens à la pollution liée aux voitures. Après, au réchauffement climatique, c'est pour ça qu'elle a ces lunettes qui sont des lunettes normalement pour aller lorsqu'il y a du feu. Et elle a aussi autre chose que l'on voit sur une autre photo. Elle conduit une toute petite voiture qui est faite un peu avec des matériaux de récupération. Et son idée, c'est aussi que les femmes en Afrique, très peu de femmes conduisent. C'est aussi pour dénoncer le fait que ces femmes n'ont pas accès à la conduite. Donc ça se joue à plusieurs niveaux.
Et c'est une grande artiste. Elle a quitté le Congo, elle vit à Paris maintenant, dans la région parisienne, et elle fait toujours quelques performances. Lorsqu'on fait un reportage, il faut être très curieux. Et donc, je faisais le reportage sur ces artistes pour National Geographic, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Congo, a produit la plupart des très très grands artistes mondialement connus, surtout en art plastique, viennent du Congo. Et puis, un après-midi, je cherchais, j'avais déjà pratiquement fini mon reportage, et je suis allé au Centre culturel français, à la bibliothèque, comme chez vous, et il y avait une toute petite photocopie de cette fille, une mauvaise photocopie collée quelque part. J'ai regardé, tiens, donc je me suis renseigné qui c'était. J'ai trouvé son contact. Elle faisait partie d'un groupe, un collectif d'artistes. Donc je les ai rencontrés, ils m'ont posé beaucoup de questions, ils étaient très méfiants, pourquoi, qu'est-ce que je vais vous faire et tout. Et après, je suis resté encore 15 jours, ils m'ont dit, il y aura une performance tel jour, et donc ils ont été d'accord pour que je puisse venir. Donc l'information est toujours importante, hein, je veux dire, si vous êtes photographe, reporter, si vous n'êtes pas curieux, que vous n'avez pas d'énergie, il faut avoir vos antennes un peu ouvertes à tout. Avant tout, ça reste un problème local, un problème qui doit se régler entre les groupes, les différents groupes ethniques, les différents groupes qui sont liés au conflit. Évidemment, c'est greffé l'apport d'islamistes extérieurs, mais c'est vrai que ça paraît difficile que ce soit simplement une question militaire. Là, j'étais dans le centre du Mali, qui est actuellement la partie qui est vraiment très compliquée et très incontrôlable, parce qu'il y a vraiment des violences entre les Peuls, entre les Dogons, entre les Bambara, et à ce niveau-là, c'est-à-dire, pour reprendre ce problème-là, les Peuls, une grande partie des Peuls ont été vers le djihadisme. Pour plusieurs raisons, ça a souvent été des gens qui ont été méprisés pendant des années, que le gouvernement central ne s'est pas occupé, que les autres populations ont maltraité. Ce ont toujours été des gens assez religieux. Et le djihadisme leur a permis de retrouver une place, de retrouver un moyen d'existence, et donc ils sont allés naturellement vers les groupes djihadistes, et surtout leur leader est un Koufa, qui est un leader Peul qui prône le djihadisme. Et l'erreur monumentale qu'a fait le gouvernement central malien, c'est qu'il n'a pas voulu que l'armée règle, il n'a pas eu les moyens que l'armée malienne puisse régler ce conflit. Donc, ils ont facilité et armé les différentes milices des différents groupes. Et à ce moment-là, ces milices sont allées combattre des djihadistes, mais surtout des Peuls, et ça a ravivé des conflits qui dataient depuis très longtemps entre éleveurs, pasteurs, et tout doucement c'est devenu une zone totalement incontrôlée où il y a régulièrement des massacres entre les différents groupes ethniques. Et là, évidemment, vous ne pouvez pas régler ça maintenant avec une armée normale. Et d'ailleurs, les Maliens ont toujours refusé que les Français, Barkhane, viennent dans cette zone-là, et qui est la zone la plus délicate en ce moment. J'ai fait quelque chose de banal, mais j'ai fait ce travail pour le Figaro Magazine avec Jean-Marc Gonat, le rédacteur en chef du Figaro Magazine. On a fait un road movie, c'est-à-dire on est parti de Kaboul, on est allé à Bamiyan, à Kandahar, dans l'Helmand, et on est, pour plusieurs raisons, depuis, bon, ça fait 40 ans que je travaille sur l'Afghanistan, donc je connais assez bien, et je voulais voir aussi pendant l'hiver, parce que c'est des conditions extrêmes, voir comment les gens vivaient, comment ils supportaient l'hiver. Et le road movie permet
été, surtout là, parce que c'était assez facile de travailler avec les talibans, on n'a pas eu de problème, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, où pour la presse c'était vraiment... Moi j'y étais il y a 20 ans lorsqu'ils ont pris Kaboul, et là c'était très dur. Là pour l'instant ils sont très ouverts, donc vous avez une autorisation que vous obtenez en une demi-heure, et après vous pouvez travailler. Et le road movie vous permet de rentrer dans des thèmes au fil de votre voyage et des rencontres. Donc on a travaillé sur plein d'aspects, c'est-à-dire sur les talibans, sur le problème de la drogue, sur le problème de l'éducation des filles, sur l'économie, sur il y a une grande il y a un grand problème de nourriture, de malnutrition. Donc en faisant ce voyage, on est rentré dans les hôpitaux, dans les prisons, sur plein de thèmes. Et l'idée, c'est que le voyage permet de faire une radiographie. C'est pas juste un voyage au bord de la route, c'est-à-dire le long du voyage, les rencontres vous permettent d'expliquer la situation. Je vais au Bénin le 18 mars. J'ai eu l'an passé le prix de l'Académie des Beaux-Arts sur un projet sur les Peuls. Et donc je vais travailler sur ce projet-là. C'est pour ça que j'étais déjà au Mali en janvier. Et il y aura une exposition à l'Académie des Beaux-Arts en octobre prochain sur tout ce travail-là.